Monsieur Thierno Kandji. Donc, je vous souhaite un excellent séminaire doctoral. Et sans plus tarder, je m'en vais donner la parole au professeur John qui va modérer la séance. Merci, chers invités. Merci, chers participants. Merci. Merci, Prof. Ndao. C'est un plaisir de collaborer avec vous dans cette activité. Et comme vous l'avez dit, nous sommes à notre 4e séminaire. Nous ne pouvons pas remercier notre soutien, Mamadou Dia. Nous lui réitérons vraiment nos remerciements. Et nous avons le plaisir d'accueillir ce matin Thierno Kandji, le directeur de la bibliothèque de Saint-Louis. Il est conservateur de documentation depuis 2005. Et puis, il a été le chef de service de la documentation de l'UFR Sciences économiques et sociales de l'Université de Thiès, de l'Université Iba Der Thiam de Thiès. Il a été responsable des archives du cabinet KPMG, un cabinet d'audit, de conseil. Et puis, il est le président de l'ASPAD depuis 2019, vous l'avez dit. Avant, il en a été le secrétaire général de 2016 à 2019 et vice-président de 2012 à 2016. Il a une activité professionnelle assez soutenue au niveau de l'IFLA, au niveau de l'AFLIA, et il anime un certain nombre de forums dans ce cadre-là. Il est également membre du COBES et il anime le cours de recherche documentaire à l'Université Iba Der Thiam de Thiès. Donc, c'est quelqu'un qui connaît assez bien son sujet. Et ce sujet-là est important, comme l'a dit le prof Ndao. Il est consacré à la citation et au style bibliographique. Toute chose qui vise à éviter le plagiat. Vous savez qu'aujourd'hui, l'un des gros problèmes que nous avons, c'est celui de l'intégrité des travaux académiques. Le plagiat est devenu un grand fléau et on le rencontre même au sommet. Souvenez-vous de la ministre Annette Chavan, le ministre de l'Éducation en Allemagne, sous Merkel, qui a été déchu de son doctorat pour plagiat. Et il y en a bien d'autres, pour vous dire que c'est vraiment plus un phénomène aussi marginal que cela. Ça a tendance à prendre des proportions assez importantes. Et c'est pour cela que s'attaquer à un sujet comme celui-là est essentiel pour la recherche. Et c'est ce que va nous permettre Thierno Kandji, que j'ai l'honneur d'accueillir. Monsieur Kandji, à vous. Bonjour, Monsieur John. Bonjour, professeur Ndao. Bonjour, chers collègues. Je remercie le CNDST de m'avoir fait confiance pour animer ce panel. Et je vous félicite également pour la série de webinaires que vous êtes en train de conduire depuis quelques mois. C'est un programme que nous accueillons et pour lequel nous félicitons parce qu'il recoupe avec nos objectifs dans nos cadres professionnels au niveau de l'ASBAC, au niveau du COBES. Ce sont des activités que nous encourageons parce qu'ils constituent des cadres de formation continue pour les collègues et pour nous-mêmes. Donc, je vous remercie en tout cas de cette initiative. Je remercie également tous les collègues qui nous suivent et qui accordent un intérêt à au thème du jour. Donc, je m'en vais vous présenter le thème qui va
tourner sur le plan de présentation suivant. Une introduction suivie de 5 points. Le premier point porte sur pourquoi citer et mettre en référence. Donc, j'ai articulé le plan sous forme de questions auxquelles je vais apporter des réponses suivies de débats et de discussions. Donc, le premier point porte pourquoi citer et mettre en référence. À ce niveau, nous parlerons de l'intérêt et les raisons de la présentation des sources sur les plans scientifiques et moraux. Le deuxième point, comment citer une référence dans le texte. Le troisième point, comment mettre en référence dans le texte. Les points 2 et 3 sont liés. Dans la pratique, la citation et la mise en référence dans le texte se font presque en même temps. Mais pour une approche pratique de la présentation, je les ai séparés. Le point 4, comment présenter une bibliographie. Donc ici, c'est la référence en fin de document, la bibliographie. Les points 2 et 3, c'est la référence dans le texte. Le point 4, c'est la référence en fin de document. Au niveau du point 5, comment rédiger une référence bibliographique. À ce niveau également, nous allons présenter 2 normes et illustrer avec des exemples de présentation de références dans ces 2 normes. Donc, les styles de citation déterminent à la fois la mise en forme des citations dans le texte et de la bibliographie en fin de document. Notre présentation, j'ai sauté la première partie de l'introduction. Donc, la rédaction de documents scientifiques repose sur la recherche et l'utilisation d'informations et d'idées et d'arguments produits par d'autres. Ainsi, dès que l'on s'appuie sur des travaux déjà publiés, on doit en faire connaître les sources. En effet, toute information n'étant pas tirée de votre propre expérience ou de notoriété publique doit être mise en référence. Cette mise en référence obéit à des styles et des normes de présentation. Donc, les styles vont déterminer à la fois la mise en forme des citations dans le texte et de la bibliographie en fin de document. Notre présentation portera sur les styles de citation, sur les formes de citation et les présentations des références bibliographiques suivant les règles de 2 normes que nous donnons à titre d'exemple. Mais auparavant, nous allons aborder en premier lieu l'intérêt scientifique et moral de la présentation des sources. Donc, pourquoi présenter et mettre en référence? La présentation des sources répond à plusieurs raisons. Montrez d'abord que vous avez fait des recherches pour préparer votre travail. Parce qu'un travail scientifique repose toujours sur une recherche, sur ce qui a été fait et dit sur le sujet. Ça permet également de distinguer vos propres idées et observations de celles des autres. Elle donne également de la crédibilité à votre travail parce que vous vous êtes appuyé sur les travaux de personnes référentes de votre domaine. Ça permet également d'appuyer des arguments et vos critiques, mais surtout permettre aux lecteurs de trouver et de vérifier vos sources. Éviter le plagiat et ses conséquences, Bernard l'a rappelé tout à l'heure, et respecter le droit d'auteur. Parce que quand vous utilisez les ressources d'autres personnes, sans les utiliser, sans les citer, c'est du plagiat, c'est le non-respect du droit d'auteur. Donc, en deuxième lieu, comment maintenant le faire? Comment on doit citer une référence dans le texte? C'est ce qu'on appelle une citation bibliographique, qui est une brève référence dans le document et qui est placée dans le texte, c'est-à-dire dans la publication. Il existe 3 manières d'utiliser donc une source dans un document en respectant la loi ou le règlement.
La première, c'est la citation, la paragraphe et le résumé. Lorsque vous utilisez donc des informations ou des idées d'autres auteurs, vous pouvez les écrire avec vos propres mots. Donc, c'est la paraphrase ou le résumé. Vous pouvez également utiliser les mots exacts de la source originale, c'est ce qu'on appelle la citation. Nous allons présenter ces trois formes. Donc, la paraphrase, c'est quoi? C'est reformuler avec vos propres mots un passage du document source. La paraphrase doit être attribuée à la source, c'est-à-dire vous devez préciser, même si vous utilisez vos propres mots, vous devez préciser la source correctement. Dans le texte ou en note de bas de page. La paragraphe est généralement plus courte que le passage original puisqu'elle s'inspire d'un segment source plus grand pour être condensée légèrement. Le résumé aussi, c'est une reformulation des idées principales avec vos propres mots en y incluant le ou les points principaux du texte. Là aussi, on doit attribuer les idées résumées à leur source originale. Les résumés sont nettement plus courts que les originaux et prennent une vue d'ensemble du document source. La troisième forme, ce sont les citations. Nous allons en présenter deux formes de citations. Les citations doivent être identiques à l'original, les mêmes mots et la même ponctuation que l'original, et l'auteur doit être cité dans le texte ou en note de bas de page. Une citation intégrée au texte doit inclure le numéro de page à laquelle la citation peut être retrouvée. En l'absence de numéro de page, vous pouvez donner d'autres indications comme le numéro de section ou de paragraphe. Nous avons deux façons de citer, c'est-à-dire la citation qui reprend les idées de l'auteur. Donc, c'est la citation directe brève qui doit être mise en guillemets et les citations directes longues qu'on appelle citations bloc. Ces citations, on ne les met pas en guillemets, mais on les met en retrait du reste du texte avec une police beaucoup plus petite. Maintenant, comment mettre maintenant la référence dans le texte? Parce que nous venons de voir les trois formes. La paraphrase, le résumé et la citation. Donc, ça, c'est la forme du document, en tout cas résumé ou paraphrasé que vous souhaitez mettre dans le document. Donc, c'est la référence bibliographique. Maintenant, cette référence doit être référencée forcément parce qu'on a dit que ce soit la bibliographie, que ce soit la paragraphe, le résumé ou la citation, on doit toujours citer l'auteur. Et pour ce faire, nous avons différentes méthodes. Je rappelle que la référence à un document doit se retrouver à la fois dans le texte et en fin de document. Donc, si la référence est dans le texte, nous avons trois méthodes. Donc, la méthode auteur-date, la méthode des notes ou le système numérique. La méthode auteur-date, c'est quoi? On l'appelle également méthode des parenthèses ou référence avare. Elle consiste à inscrire la référence dans le texte de travail entre parenthèses immédiatement après la citation. Donc, juste après la citation, quelle que soit sa forme, vous mettez l'auteur et la date de publication de l'ouvrage pour le citer de manière brève dans le document. Cette référence est très abrégée. Elle comprend le nom de l'auteur sans prénom ni initial, la date de publication et éventuellement la page de citation. Les deux informations ou les trois informations sont séparées par des virgules. J'ai donné ici un exemple. L'analyse sur l'état de la gouvernance au Sénégal, IGE 2013, a montré que. Donc, ici, l'IGE est l'auteur. L'année, c'est 2013. Donc, c'est un exemple de paraphrase. Ou bien, l'OFNAC 2015, entre parenthèses, 2015 a déploré les mauvaises conditions de conservation des archives, etc. Là également, l'OFNAC, c'est l'auteur. Mais quand l'auteur est dans le document,
on le sort du parenthèse et seule la date reste dans la parenthèse parce qu'on ne doit pas mettre l'OFNAC comme début de sujet, ensuite le mettre dans la parenthèse. Maintenant, la deuxième méthode, c'est la méthode des notes. La citation est suivie d'un appel de notes. L'appel de notes, c'est fait par un chiffre inscrit en exposant qui renvoie à des notes de bas de page ou de fin de texte. La note de bas de page est inscrite à la fin de chaque page. La note de fin de texte est inscrite sur une page à part à la fin du document. Le numéro d'appel de la note se retrouve en exposant dans la référence. La troisième méthode, c'est le système numérique. C'est un système qui repose sur le renvoi au numéro de la source correspondante de la bibliographie. Le numéro de chaque citation dans le texte correspond au numéro de la référence dans la bibliographie. Pour ce faire, la bibliographie doit présenter et numérote toutes les références citées dans le ordre d'apparition dans le texte. Et ce sont ces numéros-là qui seront utilisés dans la référence du document. Donc, c'est une correspondance entre le numéro de la référence dans le document, on retrouve le même numéro dans la bibliographie en fin de document. Je donne ici un exemple. Je disais tout à l'heure que les parties 2 et 3 sont liées. Ici, je vais présenter un texte et voir également comment ce texte est paraphrasé avec sa référence. La nature n'offre ni vaccin ni sérum pour protéger le bétail. Bien sûr, on nous trouve toutes sortes de maladies, tant chez les plantes que chez les animaux de la forêt. Mais celles-ci ne prennent jamais une ampleur considérable. La nature suit le principe selon lequel les plantes et les animaux sont parfaitement capables de se protéger par leurs propres moyens lorsque des parasites ou autres nuisances s'introduisent en eux. Ça, c'est un exemple de texte avec sa source. Et en bas, l'auteur a paraphrasé ce texte dans son document. Donc, on met Howard 1940, c'est la date. Page 4 reconnaît que les maladies des plantes et des animaux peuvent survenir dans la nature, mais jamais à grande échelle. Les plantes et les animaux développent leur propre mécanisme de défense contre les agents pathogènes. Donc, l'auteur de ce document a paraphrasé un texte, mais ici en reprenant la méthode auteur-date dans la paraphrase. Ça également, c'est un exemple de citation en bloc. Je disais dans la présentation des deux formes de citation, il y a la citation directe brève et la citation directe longue ou citation bloc. C'est-à-dire, dans les citations longues, on ne met pas de guillemets, c'est le texte qu'on met en retrait. Ça, c'était une communication du collègue Adama Alipam dans la conférence La bibliothèque dans la société orale aujourd'hui et demain. Donc, il a introduit sa communication comme suit. En convoquant Djibril Tamsir Niane, l'époque Mamengue, qui résume parfaitement la problématique de la conférence qui nous réunit aujourd'hui à travers les paroles du Djeli. Et voilà les propos de la citation. Les royaumes ont leur destin tracé comme les hommes, les devins le savent, jusqu'à la fin. Donc, c'est un paragraphe tout entier qu'il a pris dans le document de Djibril Tamsir Niane de Sundiata, l'épopée Mandingue. Mais puisque c'est un bloc, c'est un paragraphe, on les met en retrait. Donc, c'est un exemple de texte qu'on a mis en retrait par rapport à la partie introductive. Maintenant, comment présenter une référence en fin de document? C'est-à-dire, c'est la bibliographie. Une bibliographie peut être définie comme une liste structurée de documents consultés dans la préparation d'un travail de rédaction. Elle est composée de références bibliographiques. Chaque élément de la bibliographie s'appelle référence bibliographique. Comment ces références peuvent être classées dans la bibliographie? Je souligne à ce niveau qu'il n'y a pas de règle universelle de présentation
de bibliographie. Cependant, si vous choisissez un style de citation particulier, votre bibliographie devra suivre les règles de ce style. Je m'en vais vous présenter 4 types de présentations. Donc, la première, c'est une présentation par ordre alphabétique d'auteur. C'est la présentation la plus fréquente. C'est-à-dire l'ensemble des références doivent être classées par ordre alphabétique des auteurs, parce que l'auteur est le premier élément de la référence bibliographique. La deuxième forme de classement, c'est classé par type de document. Dans ce cas, il faudra ajouter des sous-titres en précisant la nature du document. Par exemple, vous mettez les ouvrages, les livres ensemble, les articles ensemble, les sites web ensemble, les mémoires ensemble, les thèses ensemble. Mais à l'intérieur de chaque type de document, vous classez les documents par ordre alphabétique des auteurs. La troisième forme de classement, c'est par chapitre. La présentation des références par chapitre est plus pertinente pour les documents volumineux, pour plus de clarté. Dans chaque chapitre, l'ordre alphabétique des auteurs est classé. Ça veut dire que si votre ouvrage comporte une douzaine de chapitres, donc à la fin de chaque chapitre, vous présentez les références utilisées dans ce chapitre. Mais à l'intérieur, c'est par ordre alphabétique des noms d'auteurs. L'autre forme, c'est l'ordre d'apparition des références dans le texte. Donc, c'est une présentation qui suit l'ordre de numérotation des sources dans le texte. Je donne ici des exemples de bibliographie par ordre alphabétique. Dans cet exemple, donc, la bibliographie est classée par ordre alphabétique des noms des auteurs. Ici, c'est un exemple de bibliographie par type de document. Donc, après le titre bibliographique, on met les livres. Et dans toutes les références des livres sont classées par ordre alphabétique. Ensuite, les articles de revue, classés à l'intérieur par ordre alphabétique des noms d'auteurs. En troisième lieu, les thèses de doctorat qui sont également classées par ordre alphabétique des noms des auteurs. Ça, c'est un exemple de bibliographie par chapitre. Donc, il y a le chapitre 1, 2 et 3. Et à l'intérieur de chaque chapitre, les références sont classées par ordre alphabétique des noms d'auteurs. Ça également, c'est un exemple de bibliographie par ordre d'apparition dans le texte. C'est-à-dire que toutes les références sont numérotées de 1 à X, suivant leur ordre d'apparition ou d'utilisation à l'intérieur du texte. Maintenant, pour la référence, comment rédiger une référence? Parce que je rappelais tout à l'heure que la référence, c'est l'élément de la bibliographie qui présente l'ensemble des éléments qui décrivent un document et qui permettent de l'identifier. La présentation des références, quant à elle, est normalisée contrairement à la bibliographie. C'est la référence qui est normalisée. Les éléments descriptifs doivent respecter un ordre précis, une présentation homogène et une ponctuation entre les éléments. Les règles varient selon les normes, parce qu'il y en a plusieurs. Mais à titre illustratif, nous allons voir deux normes, la norme ISO et la norme APA, pour illustrer les différences entre les normes. La norme ISO, la version en vigueur est la 3e édition publiée par l'ISO en 2010 et qui s'appelle ISO 690-210. Le titre, c'est Information et documentation, principe directeur pour la rédaction des références bibliographiques et des citations des ressources d'information. C'est la traduction française donc, de la norme internationale. Elle a été traduite par AFNOR en France. Cette traduction est la fusion des deux normes précédentes, parce qu'avant cette norme, il y en avait deux. La norme Z44005, qui portait sur les références bibliographiques, contenu, forme et structure, et qui a été publiée en 1987. Et une deuxième norme qui portait sur les documents électroniques. Maintenant, ces deux documents font l'objet aujourd'hui, dans le cadre de la 3e édition de la norme, un seul document. Dans cette norme, l'ordre habituel des éléments se présente comme suit. Il y a l'auteur en premier lieu, le titre, indication de support, si la source n'est pas un document imprimé. Par exemple, si votre source est un CD, vous précisez toujours entre crochets CD. Si c'est une bande, vous mettez
entre parenthèses, entre crochets, bande. En tout cas, quelle que soit la source, il faut toujours la préciser si ce n'est pas un livre. L'édition, c'est la mention d'édition, deuxième édition, troisième édition. Le lieu et l'éditeur, donc c'est la ville et la maison d'édition. La date, mais la date peut être déplacée après le nom de l'auteur si la méthode de citation auteur-date est utilisée. C'est-à-dire que si vous utilisez comme style auteur-date, vous placez en tout cas la date juste après l'auteur. Titre de la collection, numéro normalisé. Pour les numéros, il y en a plusieurs. Il y a le ISBN, le ISSN, ISSBN pour les ouvrages, ISSN pour les publications en série et le DOI pour les ressources numériques, qui est utilisé en tout cas de plus en plus en lieu et place du lien, c'est-à-dire de l'URL. Il y a également la disponibilité, accès aux informations, ainsi de suite. Donc, ça, c'est un exemple global, mais ces éléments varient selon les types de ressources cités. Nous allons présenter 4 types. Nous allons donner l'exemple d'un ouvrage avec la norme ISO. La première zone, c'est la zone auteur. C'est-à-dire, vous mettez le nom de famille suivi du prénom du ou des auteurs. Le titre de l'ouvrage, la tomaison, s'il y a tome 1, tome 2 et 3, ou 3, ainsi de suite, ou bien volume 1, volume 2, volume 3, ou bien partie 1, partie 2, ou partie 3. Il y a l'édition. L'édition ici signifie deuxième édition, c'est la mention d'édition. Deuxième édition, troisième édition ou quatrième édition. Le lieu d'édition, c'est la ville dans laquelle se trouve l'éditeur. Et la date de publication, le nombre de pages. En dernier lieu, le titre de la collection et le numéro de la collection. En dernier lieu, le ISBN. C'est ça l'ordre de présentation si vous utilisez la norme ISO 2010. Et j'ai donné un exemple d'un ouvrage dont l'auteur s'appelle El Hadj Mounirou Ndiaye. Donc, vous mettez Ndiaye, virgule El Hadj Mounirou, point. Le titre de l'ouvrage, son titre est le Pacte libéral du Sénégal. Point. Dakar comme lieu d'édition, Harmattan comme éditeur, 2012, l'année de publication, le nombre de pages c'est 102. La collection est mise en parenthèse, c'est zoom sur. Et le numéro dans la collection c'est 3, suivi du numéro ISBN. C'est ça donc la présentation bibliographique suivant la norme ISO. S'il s'agit d'un travail universitaire, mémoire ou thèse, d'un document imprimé, vous mettez en premier l'auteur, suivi du titre, suivi du type de publication. Type de publication, c'est-à-dire c'est un PFC, c'est une thèse ou un mémoire, ainsi de suite. La discipline également, vous l'indiquez. Le lieu de soutenance, vous l'indiquez. Ici, lieu, c'est la ville. L'autre lieu, c'est l'université de soutenance. L'année de soutenance et le nombre de pages. Ici, j'ai donné l'exemple d'un mémoire de notre université. Malik Touré, donc c'est Touré, virgule Malik. Le titre de son mémoire, c'est l'avenir du franc CFA. Le type de publication, donc c'est un mémoire de master 2. La discipline, c'est banque, finance, assurance. Donc le lieu de soutenance, caisse. L'université Iba Thiam de caisse, l'année 2014. Et le nombre de pages, c'est 80 pages. Donc, c'est ça pour un travail universitaire. Pour un article de périodique, l'auteur vient en premier lieu, suivi du titre de l'article, ensuite titre du périodique, c'est-à-dire le nom de la revue ou du périodique. L'année de publication, le volume, le numéro, la pagination et le numéro de série. Ici également, je vais donner un exemple. Gravillon Isabelle. C'est l'auteur. Le titre, c'est Parentalité positive, la nouvelle panacée. Donc, dans quelle revue? L'école des parentés, 2017, volume 1, numéro 622. Pour les articles, la pagination, c'est la page, parce que l'article se trouve dans un document qui commence à la page 1 à la page X.
Donc, vous mettez les pages intermédiaires. C'est-à-dire l'article commence à la page 31 et se termine à la page 38. C'est pourquoi ici, vous mettez P. La première page de l'article jusqu'à la conclusion de l'article qui est à la page 38, suivi du numéro de série ISSN. Pour la norme APA, donc les règles de norme APA ont été mises à jour en 2019 pour prendre en compte l'évolution du format des ressources disponibles. La référence est composée principalement de 4 zones. Donc, la norme APA est moins compliquée en termes de zones parce que l'essentiel de ces éléments sont l'auteur, la date, le titre et les données de publication. Selon donc la norme APA, pour présenter un ouvrage, donc je donne ici l'exemple de référence d'un ouvrage et d'un travail universitaire. En commençant par l'ouvrage, vous indiquez le nom de l'auteur et ses initiales. Donc, avec APA, on ne met pas le prénom de l'auteur entièrement. On ne donne que l'initiale. C'est la date qui vient immédiatement parce qu'il utilise le style auteur-date, suivi du titre du livre, l'édition et le volume, le nom de la maison d'édition. Donc, l'ouvrage que j'ai présenté, l'ouvrage de Minuru Ndiaye que j'ai présenté avec la norme ISO 690 est reprise ici avec la norme APA. Et on mettra Ndiaye, qui est son nom de famille, plus son prénom, les initiales, LH.E.MO et l'année de publication 2012. Qu'est-ce que suit le titre? Sonatel et le Pacte libéral du Sénégal. Donc, on ne précise pas le lieu d'édition, on met directement l'éditeur dans cette norme. Pour les travaux universitaires, mémoire et thèse, on commence toujours par l'auteur en mettant le nom de famille suivi de l'initiale du prénom, la date, le titre du mémoire, le nom de l'établissement. Donc, le même mémoire ici que nous avons présenté avec ISO 690 est repris pour la norme APA. Donc, Touré, M, qui représente Malik, 2014, l'année de soutenance. Le titre, l'avenir du franc CFA, mémoire de master 2, Université Iba Der Thiam de Thiès. Pour un article de revue et une source comme article de page bloc, j'ai également donné des exemples pour la norme APA. Donc, on met le titre, l'auteur et l'initiale suivi de la date du titre de l'article, le nom de la revue, le volume, la plage de page, c'est-à-dire les pages intermédiaires. Donc, c'est le même article que j'ai repris, Gravillon, virgule, I Isabelle, qui représente Isabelle, c'est I, point, l'année 2017. Titre de l'article, parentalité positive, la nouvelle panacée. Le nom de la revue ou titre de la revue, c'est l'école des parents, volume 1, numéro 621. Donc, c'est de la page 31 à la page 38. S'il s'agit d'une ressource numérique, comme un article dans un bloc, donc, je suis entré sur le bloc de notre collègue Mandiaye Ndiaye pour un exemple, prendre cet exemple. Donc, il a publié, Mandiaye, dans son bloc, un article intitulé « Bibliothécaire sénégalais, indignez-vous ». Donc, le nom Ndiaye, virgule M 2019. Le titre « Bibliothécaire sénégalais, indignez-vous ». Le titre du bloc, un regard sur le monde des bibliothèques de l'open access, des logiciels libres et du web 2.0. Et le nom du site, ça veut dire non, la source du bloc. Merci, chers collègues, chers amis. Voilà les différentes parties que je souhaiterais partager avec vous sur les formes de citation, sur les styles de citation, sur la présentation non normalisée de la bibliographie, mais qui doit être faite
pour permettre une visibilité, mais également la présentation des références bibliographiques qui doivent suivre des normes, en tout cas conformément aux règles des normes que vous avez choisies. Je vous remercie de votre attention et reste à votre disposition pour développer, si nécessaire, certains aspects. Je vous remercie. Merci beaucoup. Cela nous donne 30 minutes environ de discussion. Et comme vous l'a dit Mamadou, vous pouvez soit poser des questions sur le chat, soit intervenir maintenant et poser votre question de vive voix. Donc, la discussion est ouverte. Prof, Ndao? Oui, vous pouvez modérer, monsieur le directeur, professeur. Ok. Voilà, avec Mamadou. D'accord. Modéré, d'accord, c'est bien. Donc, j'ai 2 mains levées. Et une question dans le chat également. Ok. Donnez celle qui est sur le chat d'abord avant que je n'ouvre. D'accord, il y a Bachir qui demande comment intégrer une référence avec plusieurs auteurs. Vous avez noté Tcherno? Avec plusieurs auteurs, je pense, il veut dire, oui. Parce qu'il a dit avec plusieurs. S'il est là également, il peut lever la main, hein, Bachir. Je n'ai pas noté. Il a dit comment intégrer une référence avec plusieurs auteurs. Alors, la première main que je vois, c'est Soirée. S'il vous plaît. Allô? Oui, monsieur. Oui, vous pouvez poser votre question. Oui, bonjour tout le monde. D'abord, je me présente. Je m'appelle Fatou Soirée, étudiante à l'École supérieure d'économie appliquée, 4e année, au département de développement communautaire et formation. D'abord, je vous félicite pour cette belle initiative et les idées claires que j'ai reçues ce matin. C'est pour la première fois que je participe à ces genres de réunions ou formations. Bon, j'aimerais savoir, est-ce qu'il y a une différence entre bibliographie et référence? Parce que dans certains documents, on nous présente une bibliographie, mais dans d'autres aussi, on voit une liste de références. C'est pourquoi j'aimerais savoir, est-ce qu'il y a une différence entre ces deux? Et s'il y a aussi, est-ce que dans un document, on peut présenter une bibliographie, à la fois une référence? Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci. C'est noté, donc, bibliographie et référence. Alors, le second intervenant, c'est Mahamadou. Vous m'entendez? Oui, oui, je vous entends. Allez-y, vous avez la parole. OK, bonjour, cher maître. Je remercie beaucoup pour la présentation, la qualité de cette présentation. Et moi, j'ai des questions par rapport au système Vancouver. Vous pouvez parler un peu de ce système. Et également, dans la description des références bibliographiques, quand il y a des données manquantes, comment on fait? Et la troisième question, c'est quelle est la place des logiciels de rédaction bibliographique? Merci. Merci beaucoup. Qu'est-ce qu'on fait? On vous laisse répondre, Tcherno, ou j'ajoute un autre intervenant? Tcherno? Tcherno, micro, quand tu parles. Allô? Oui, oui, vous pouvez ajouter une autre.
Donc, je vais prendre Sokhna Gaye. Sokhna, vous êtes là? Oui, je suis là. Bonjour, professeur. Bonjour. Vous m'entendez? Oui, très bien. Okay. En fait, mon inquiétude, bon, je remercie d'abord le présentateur et toujours pour l'initiative que vous prenez pour nos autres étudiants à travers ces cours, ces webinaires. Mon inquiétude, c'était par rapport au plagiat, parce que tout à l'heure, au début de la présentation, il a parlé de paraphrase. Et dans les logiciels de plagiat, on nous interdit de paraphraser. Je ne sais pas s'il peut revenir sur ces termes. D'accord. Allô, je suis là, toujours bien. Oui, voilà. Donc, je vais laisser la parole à Tcherno. Il va répondre sur ces 5 questions-là. Et puis, le cas échéant, s'il y en a d'autres, on les prendra. OK, merci beaucoup, professeur. Donc, je n'ai pas bien saisi la première question parce qu'il y a un étudiant qui est entré pour discuter. Bon. Mais j'ai noté quelques questions auxquelles je vais apporter des réponses. La différence entre bibliographie et référence bibliographique. Donc, la bibliographie, c'est la liste. À la fin du document, toutes les sources utilisées sont présentées dans une liste. C'est cette liste qu'on appelle bibliographie. Maintenant, à l'intérieur, il y a ce qu'on appelle la référence bibliographique, c'est-à-dire la présentation complète de chaque source utilisée. C'est ça qu'on appelle référence bibliographique. Donc, chaque document a une référence bibliographique et l'ensemble de ces références s'appelle bibliographie. Maintenant, vous pouvez en lieu et place de la bibliographie mettre simplement liste bibliographique au pluriel qui représente l'ensemble des références bibliographiques. Donc, vous pouvez voir liste bibliographique qui liste toutes les bibliographies avec le titre liste bibliographique, comme vous pouvez voir également bibliographie avec ci-dessous l'ensemble des références bibliographiques. Donc, chaque référence, donc, c'est la description complète de la source. Maintenant, présentation, référence bibliographique et présentation bibliographique et référence bibliographique dans un même document. Oui, dans un même document, ce que j'ai présenté tout à l'heure, j'ai mis en évidence la bibliographie et à l'intérieur, il y a la référence bibliographique. Dans les différents exemples que j'ai présentés même. Donc, j'ai mis un exemple de bibliographie classée par ordre alphabétique des noms d'auteurs. À l'intérieur, ce sont les références bibliographiques qui sont présentées par ordre alphabétique des noms d'auteurs. La deuxième question, s'il y a des données manquant dans une source. Oui, quand vous faites la description, vous utilisez les données disponibles dans le document. S'il y a une donnée que vous pouvez savoir et qui ne figure pas dans le document, il faudra le mettre entre crochets. Donc, mais la référence doit partir que des données disponibles dans le document. Mais parfois, vous pouvez connaître des données complémentaires, mais dans ce cas, il faut le mentionner en les mettant entre crochets. Oui, les logiciels, nous les avons vus dans ces webinaires la dernière fois. Il y a 2 logiciels de gestion bibliographique qui ont été présentés, Zotero et Mendeley. Et ce sont des outils aujourd'hui qui permettent de générer les citations et les bibliographies. Donc, c'est des outils que nous acceptons et qui sont aujourd'hui, qui aident en tout cas à la production des citations et des références bibliographiques. C'est également très utile à savoir et à utiliser. Donc, ici, j'ai présenté la présentation manuelle suivant les références et le style de ces références. Le système Vancouver également est un style que je n'ai pas développé parce que les styles, il y en a beaucoup. Donc, il serait fastidieux d'aborder cette question
avec les styles, parce que les styles souvent même se recoupent. J'ai ici à mes côtés une liste de styles. Par exemple, le système Vancouver qui est utilisé en médecine utilise le système numérique. C'est un style qui utilise le système numérique que j'ai présenté. Parce que j'ai une liste, par exemple, ici de combien? De 12 styles de citation. Mais toutes les 12 utilisent les trois systèmes. Auteur date, numérique, note de pas de page. Mais également, leurs différences portent sur les disciplines. Le système APA, par exemple, c'est surtout les sciences sociales. Le système AVA, économie, Vancouver, médecine, Chicago, sciences sociales, Oscola, droit, MLA, sciences humaines. Donc, chaque style s'oriente vers une discipline et un système de citation. On peut partager avec vous, en tout cas, un document récapitulatif qui présente les styles de citation dans les différentes disciplines. Voilà les questions que j'ai notées. Il y a une première que je n'avais pas pu saisir. Je ne sais plus c'est laquelle. C'était, je pense, quand on a une référence avec plusieurs auteurs. OK. Comment... Oui. Donc, si c'est la norme APA, avec la norme APA, la première norme, on peut aller jusqu'à 7 auteurs. Mais dans la nouvelle norme, on peut aller aujourd'hui avec 20 auteurs. Donc, pour la norme APA 2019, vous pouvez référencer jusqu'à 20 auteurs en fin de document. Mais dans le texte, ça veut dire que dans la citation bibliographique, ça va dire à l'intérieur du texte, vous pouvez mettre un seul auteur et ajouter al pour indiquer qu'il y a d'autres auteurs. Pour la norme ISO, vous vous limitez à 3 auteurs et vous mettez al s'il y en a d'autres. Je vous remercie. Je ne sais pas si ce matin, Goura est avec nous. Goura, non. Non. OK. Est-ce que ceux qui ont posé les questions sont satisfaits? Bonjour, j'attends toujours ma réponse. Votre question portait sur le plagiat et la paraphrase, parce qu'au début de la présentation, il a fait un diapositive où il a parlé de paraphrase en citant un auteur. Donc, quand vous faites de la paraphrase, vous devez citer l'auteur. On parle de plagiat si vous paraphrasez quelqu'un sans mentionner la source. C'est ça le plagiat. Mais quelle que soit la forme d'utilisation de la source, que ce soit la citation directe, c'est-à-dire si vous reprenez les propos de l'auteur, dans la plupart des cas, vous mettez la source. Mais certains, généralement, quand ils paraphrasent ou résument, ils ne présentent pas la source, alors qu'ils doivent le faire. Donc, quelle que soit la forme utilisée, vous devez, si ce n'est pas une idée, vous devez toujours convoquer l'auteur. Que ce soit un résumé, que ce soit une paraphrase. En fait, je pensais que quand on faisait un résumé, par exemple, si on a un article scientifique à exploiter, si on faisait un résumé des résultats de l'article scientifique et qu'on citait à la fin l'auteur, on avait paraphrasé. Je pensais qu'on devait mettre directement les mots, les expressions que l'auteur a utilisées dans son article. Non, il faut, parce que vous avez le choix, dans un document qui vous intéresse, de paraphraser une partie des informations et de citer directement les autres parties. C'est un choix. Si le texte est trop grand, vous pouvez choisir une partie, vous le paraphrasez. Mais également, pour certaines parties, vous vous dites que je prends les termes de l'auteur. Mais dans ce cas, vous faites entre guillemets et vous précisez l'auteur. D'accord. OK. Merci beaucoup. Okay, merci. Alors, pour Tcherno, tu te souviens, on a un peu abordé la question des références bibliographiques et de la bibliographie. Effectivement.
Je vous avais suggéré de jeter un coup d'œil sur l'ouvrage de Djibril Samb, du professeur Djibril Samb, Manuel de méthodologie. Je pense que ce à quoi notre ami fait référence se trouve là-dedans, à la page 228, où il dit, selon la norme AFNOR 44006, octobre 83, et l'ISO 5966-1982F, on entend par référence bibliographique AFNOR ou liste des références ISO l'ensemble des références citées dans le texte principal. Il s'agit d'une liste exhaustive de toutes les sources dont dépend le rapport ou la thèse. Une source non citée ou citée de seconde main ne peut figurer sur la liste des références bibliographiques. Et il fait la différence avec la bibliographie qui, elle, est constituée par les sources non citées dans l'ouvrage, mais considérées comme utiles à la compréhension du sujet. Elle fait l'objet d'une annexe intitulée Bibliographie, confère, AFNOR, etc., etc., etc. Donc, je pense que les références, quand on met liste des références bibliographiques, on veut dire que tous les documents qui sont dans cette liste ont servi à faire le travail. Effectivement. Que dans la bibliographie, elles ne sont pas cités de seconde main. C'est-à-dire des documents que l'auteur a effectivement utilisés. Et que dans la bibliographie, on peut s'autoriser des documents qui n'ont pas été lus, consultés ou qui ont été cités de seconde main. Il y a cette petite nuance que l'on retrouve dans le manuel de Djibril Samb. Je ne sais pas si c'est à cela qu'il faisait référence ou non, mais j'ai retrouvé cela dans ce document qui est fort utile. Merci beaucoup, professeur. Okay. J'ai la référence de ce document, mais je ne l'ai pas lu. Mais la deuxième définition rejoint la définition des bibliothécaires. Parce que nous, professionnels, quand on parle de bibliographie, dans nos bibliothèques, c'est une liste structurée de documents consultés ou non. On peut concevoir une bibliographie sur la monnaie, une bibliographie sur l'agriculture, ce sera une liste structurée de documents sur ce sujet. Maintenant, dans le cadre d'un document scientifique, la bibliographie porte généralement sur les documents consultés. Parce que ça, je ne sais pas, mais à mon avis, ce ne serait pas pertinent de mettre une bibliographie dans un document, une bibliographie dans un travail scientifique avec des documents que vous n'avez pas cités. Bon, ça me pose problème. Bon, je ne sais pas maintenant, en tout cas, ça ne me semble pas vraiment logique. Ce qui me semble logique et cohérent, c'est-à-dire la bibliographie qui se trouve dans un document de travail, dans un ouvrage, dans un mémoire, une thèse, doit lister que les documents consultés dans le cadre de ce travail. Maintenant, si le terme liste bibliographique convient, ça ne gêne pas de mettre liste, référence, liste référence bibliographique. Parce que quand vous mettez en lieu et place des bibliographes, vous mettez référence bibliographique au pluriel, ça signifie la même chose. C'est l'ensemble des documents que vous avez consultés pour faire votre travail. Je vous remercie. Ça, c'est mon avis sur cette question. Alors, nous avons deux autres mails. J'ai vu Gora tout à l'heure. Hein. Peut-être il est... il y a Gora Diaz, mais je ne sais pas si Gorolo est là. Ah, c'est Gora Diaz, d'accord. Oui, alors, on a trois mains. On a Fallou Sek. Fallou, vous nous entendez? Oui, bien, je vous entends bien. Allez-y, posez votre question. Merci, M. John. Bonjour à tout le monde. Et, en fait, c'est pour la première fois que je participe à ces genres d'événements. Donc, je suis un étudiant en thèse, inscrit en première année ici à l'Université de Thiès.
Et je trouve la formation très intéressante. Donc, nous, en étant des étudiants, des apprentis chercheurs, je pense que c'est quelque chose qui s'inscrit bien dans notre logique. Bon, j'avais juste une question, parce que peut-être, je ne sais pas si, parce que je n'ai pas assisté à toutes les questions qui ont été posées. Donc, juste après la fin de la présentation, j'ai fait un déplacement. Mais c'était juste pour demander si, par exemple, on consulte des documents, donc dans le cadre de notre recherche bibliographique, donc on consulte des documents. Donc, comme vous le savez, hein, nous, les thésards, parfois, on n'a pas accès à tous les documents. Donc, parfois, on consulte un document, on voit qu'un auteur cite dans son texte et que en consultant sa bibliographie, on a envie d'aller chercher sa source, on ne trouve pas. Mais peut-être on veut citer ce qu'il a cité dans son texte, mais on n'a pas la référence d'origine. Donc, comment on prend en compte ce type de citation dans notre propre texte, puisque le texte d'origine, on ne l'a pas. Merci. Merci beaucoup. Je peux répondre directement. Ok, allez-y. Donc, c'est ça qu'on appelle la citation imbriquée. C'est-à-dire que vous citez une citation déjà citée par quelqu'un. Donc, lorsque on veut faire une citation qu'on n'a pas accès, dont la source n'est pas disponible, vous devez mentionner dans le texte la source que vous avez consultée et dans laquelle vous avez tiré la citation utilisée, mais également la source que vous avez tirée dans la source originale. Bon, généralement, on utilise des formules du genre cité dans ou cité par. Donc, généralement, c'est ça la pratique. Mais au niveau de la référence, ça, vous pouvez faire dans le texte. Mais au niveau de la référence, vous ne mettez jamais une source dont vous n'avez pas consulté. Vous utilisez la source intermédiaire, c'est-à-dire la source qui a cité la source originale. Okay. Et Michel John peut compléter. Donc, on met en premier le texte d'origine, l'auteur d'origine, et cité par donc la référence qu'on a consultée. Exactement. Mais à la fin du document, vous mettez la source que vous avez vous consultée. Ok, d'accord, je comprends. Ça marche. Quelqu'un peut, je ne sais pas, tout à l'heure on parlait du Vancouver. Est-ce que, est-ce que vous utilisez, qu'est-ce que vous utilisez en médecine vétérinaire? Bon, nous on utilise un peu de Vancouver, mais on a tropicalisé en fait. On a rajouté certains éléments qui sont carrément propres aux sciences et médecine vétérinaire. Donc, c'est un truc carrément local, oui. Ok. Nous avons un guide qui est propre à l'institution, un guide de rédaction bibliographique. Ok. Alors, pour les citations de seconde main, je ne sais pas si c'est de cela que parlait Fallou tout à l'heure. Je vous suggère d'être très prudent quand vous faites une citation de seconde main comme ça, parce que, bon, ça rejoint un peu ce qu'on disait tout à l'heure, les documents que vous n'avez pas lus, est-ce que vous avez le droit de les citer ou non? Et si vous n'avez pas accès à la référence, si vous tenez vraiment à le faire, faites comme vous a dit Tcherno, dites que vous citez à partir de. Donc, la citation se trouve dans un ouvrage ou un document que vous avez effectivement consulté. Mais ne faites pas comme si vous aviez vu le document. Vous savez, c'est devenu une histoire très, très célèbre de ce docteur, ce fameux docteur Uplavichy,
une référence bibliographique qui est devenue un docteur sur une vingtaine d'années, juste parce que la référence bibliographique avait été fautive. Si vous tapez sur Internet docteur Ouplavichy, vous verrez, il y a énormément de textes qui ont été faits là-dessus. Lorsqu'on insiste sur les références bibliographiques, on a l'impression qu'on exagère un peu. Mais c'est une chose assez importante. Vous verrez la bonne raison quand vous consulterez toutes les études qui ont été faites sur ce cas-là. En fait, c'est une des premières études sur la dysenterie et qui avait été publiée, je crois, dans une langue tchèque. Et en tchèque, Ouplavichy, c'est de la dysenterie. Et donc, celui qui avait fait la référence avait pensé que le O point Ouplavichy voulait dire Ouplavichy, c'était le nom de famille de l'auteur, et le O point était l'initiale du prénom. Et finalement, tous les auteurs qui ont suivi, qui n'ont pas vérifié la référence, ont reproduit la même faute sur une vingtaine d'années. Il a fallu que quelqu'un se penche dessus parce qu'on ne retrouvait pas ce texte et qu'on découvre par la suite que c'était une référence fautive qui était à l'origine de tout cela. Et cela montrait que beaucoup de personnes qui avaient cité cet auteur-là ne l'avaient pas lu, au fond. Vous retrouvez dans le bulletin des bibliothèques de France, je pense, de 1992, un article là-dessus, la vie édifiante du docteur Ouplavichy. Et puis, il y a énormément de textes là-dessus. Pour vous dire que ce n'est pas une chose à prendre à la légère, il en va de l'intégrité des travaux que nous faisons. Si vous n'avez pas accès à un document, il vaut mieux peut-être ne pas le citer tout simplement. Ou si vous tenez vraiment à le citer, dites que vous le citez à partir du document que vous avez entre les mains et donnez les références exactes de documents que vous avez déjà lus. Exactement. Voilà. Alors, j'ai Momodou Koné qui a levé la main et Maurice Faye. Donc, Monsieur Koné, vous pouvez y aller. OK, merci, professeur. Moi, je reviens, j'avais évoqué le système Vancouver parce que moi, je suis du domaine médical. C'est ce système que nous utilisons beaucoup. Et également, j'ai bien compris par rapport à ce qui veut dire la bibliographie et les références bibliographiques. Par exemple, si j'ai bien compris, généralement dans nos articles, nous mettons les références bibliographiques. Donc, nous listons toutes nos sources avec la description de chaque source. Donc, dans ce cadre-là, on ne va pas mettre à la fois les références bibliographiques et la bibliographie. Étant donné que dans les références bibliographiques, nous allons lister toutes les sources avec des détails sur les différentes sources. Merci. OK. Alors, la parole est à Maurice Faye. Maurice? Bonjour, professeur. Okay. Voilà, donc je voudrais d'abord vous féliciter et vous remercier par rapport à la clarté de la présentation. Je suis doctorant en deuxième année à l'UFR 7 de l'université Iba Der Thiam de Thiès. Bon, au fait, donc depuis 2014, j'effectue des publications et dans tous mes références bibliographiques, donc je mettais la date vers la fin, c'est-à-dire avant le volume et effectivement avant le volume. Donc, et sur les normes APA que vous avez présentées, donc j'ai vu que la date se situe juste après l'initiale de l'auteur. Alors, je demandais maintenant, est-ce que, puisque tous mes articles généralement ont été acceptés, donc je demandais, est-ce qu'il y a une structuration spécifique à un groupe de chercheurs ou pas, ou si c'est cette norme APA 2019 qui est généraliste donc pour tous les chercheurs du monde. Je vous remercie.
Ok. Tcherno? Merci beaucoup, professeur. C'est une question pertinente qu'il vient de poser. C'est lié souvent, peut-être, quelque part, parce que ce qui est souhaitable, que chaque université puisse s'entendre sur l'utilisation d'une norme donnée. Sinon, il y en a plusieurs, chacun peut choisir la norme de sa convenance. Mais le plus important, si vous choisissez une norme donnée, il faudra connaître les règles de présentation des références dans cette norme. La norme APA utilise le style auteur d'APA pour une citation bibliographique, c'est-à-dire une citation dans le texte. C'est-à-dire à chaque fois que vous citez une source, vous mettez immédiatement l'auteur et la date. Et à la fin, au niveau de la bibliographie, en présentant la source de manière complète, vous commencez par l'auteur et la date. Donc, puisque c'est une norme, on doit suivre que la règle dictée par la norme. Mais on ne doit peut-être pas faire nous ce qu'on veut. Non, c'est une norme. Même nous, quand on fait une description, on ouvre la norme pour voir qu'est-ce qui vient en premier lieu, qu'est-ce qui suit, quelle est la ponctuation. Donc, c'est ça la règle. Donc, on ne doit pas mettre la date à la fin si c'est la norme APA, mais immédiatement après l'auteur. Merci beaucoup. Bon, professeur. Oui, oui, c'est toujours Maurice. Oui. Donc, par rapport à ça, est-ce que dans la présentation de la norme, il y a lieu de mettre la date de consultation? En fait, juste un truc avant que Tcherno ne reprenne. Si vous comprenez bien ce que Tcherno veut vous dire, c'est qu'il y a énormément de styles de référencement. Il y en a beaucoup. Et généralement, c'est des associations, des institutions ou des organisations qui choisissent un style. Le style ISO, c'est l'Organisation internationale de normalisation. Il propose un style qui peut être considéré comme, disons, international. Parce que l'Organisation internationale de normalisation s'occupe de la normalisation au niveau mondial. Il y a des styles qui sont des styles d'organisation. Par exemple, l'APA, c'est l'American Psychological Association. Effectivement. Vous avez des normes Chicago. Il y a une étude d'ailleurs qui est faite dans 25 institutions en Grande-Bretagne qui dit que 80% utilisent la norme Chicago, je pense. Donc vous avez la norme Chicago. Même pour la norme Chicago, vous avez des variantes Chicago A, Chicago B. Vous avez la norme Vancouver. Vous avez énormément de styles bibliographiques comme ça. Et la philosophie de l'affaire, c'est que généralement, si la revue dans laquelle vous publiez vous impose une norme, vous êtes obligé de vous y soumettre. Effectivement. Si votre université vous impose une norme, vous devez la suivre. Si personne ne vous impose quoi que ce soit, l'exigence, c'est que vous choisissez, mais vous restez fidèle. J'ai fait sourire mes étudiants en leur disant qu'en matière de style bibliographique, la règle, c'est la monogamie. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas combiner plusieurs styles bibliographiques. Effectivement. Vous choisissez du Chicago A, vous restez avec le Chicago A. Vous choisissez du Vancouver, vous restez avec le Vancouver. Parce que le style va commander la manière dont vous présentez votre bibliographie et la manière dont vous allez citer les auteurs à l'intérieur du texte. C'est pour cela que vous ne pouvez pas faire des variations parce que les gens, il n'y aura pas de cohérence dans votre document. Donc c'est cela, en fait, qu'il faut savoir. Vous choisissez un style,
vous le maîtrisez bien et vous l'utilisez. Sinon, vous apprenez le style qu'on vous a imposé. Effectivement. Voilà. Tcherno? Oui, par rapport à la date de consultation, c'est pour les documents numériques. Pour les documents numériques avec la norme ISO, vous précisez la date de consultation, mais également le lien URL. Maintenant, pour APA, il privilégie le DOIN, c'est-à-dire que le numéro d'identification du document sur Internet. Parce que ça permet de retrouver facilement un document, parce que c'est un numéro qui identifie le numéro. Maintenant, si vous n'avez pas ce numéro, il y a l'adresse du document, parce que quand vous ouvrez un document sur Internet, vous pouvez directement copier le lien et le mettre à la fin pour dire disponible sur. Donc, ça permet également d'accéder directement le document, d'accéder directement au document. Allez, merci beaucoup, merci bien. Allô? Allô? C'est bon, professeur, continuez. Il a allumé son micro par inadvertance. On avait des interférences là. Et donc, il est 11 heures, je ne sais pas, j'ai plus de questions. Est-ce que peut-être qu'on peut conclure? Prof Ndao? Avant de conclure, j'aimerais rappeler le questionnaire en ligne pour l'évaluation. Nous sommes à 60 et quelques %. Ceux qui n'ont pas évalué, s'ils peuvent bien cliquer, c'est juste 5 secondes pour nous permettre d'atteindre au moins 50-80% d'évaluation. Pour nous permettre de nous améliorer la prochaine fois. Merci. D'accord. Donc, pour nous permettre d'améliorer les services que nous fournissons, nous vous prions de compléter le formulaire d'évaluation. Merci. Professeur, il y a une question dans le chat de la place du glossaire. Oui, je viens de la voir. La place du glossaire dans les travaux. Quelqu'un a-t-il une idée sur la place du glossaire dans les travaux? Tcherno? Oui. Il y a une question sur la place du glossaire dans les travaux. OK, c'est la liste des documents techniques utilisés. Bon, j'avais préparé un document dans ce sens. Est-ce que je peux le chercher tout de suite? Bon, par rapport au glossaire, je ne sais pas s'il y a une règle précise, mais généralement, c'est dans la dernière partie. C'est-à-dire à côté, après la conclusion, il y a les annexes, il y a la bibliographie, il y a, comment on l'appelle, les annexes et le glossaire dans cette même partie. Mais je ne maîtrise pas l'ordre. Mais je sais que après la conclusion, c'est toujours la bibliographie qui doit venir en premier lieu, plus maintenant les autres documents, dont le glossaire. OK. Oui. Moi-même, je dois avouer que c'est parce que ça, c'est dans la norme de présentation des travaux qu'il faut aller chercher ça, et non directement par rapport, disons, ce n'est pas une question qui a un rapport direct au référencement et à la citation. Effectivement. Peut-être qu'on pourrait essayer de trouver la norme sur la présentation des travaux et essayer de répondre à cela.
Mais cela supposerait qu'on ne puisse pas, disons, qu'on remette cette question-là à une prochaine session. C'est vrai que je ne me souviens plus quelle est la règle en la matière. Donc, on va réserver la question parce que dans ce genre de situation-là, il vaut mieux ne pas prendre de risques. Il vaut mieux trouver la bonne information. Donc, c'est qui avait posé la question? On essaiera de vous trouver l'information et puis on vous la transmettra le cas échéant. D'accord. Okay. Donc, c'est Monsieur Bassirou Samba, je pense. Hein? Et, M. John. Oui. Mais par rapport à cette question, il faudra peut-être élargir la recherche. Oui. Pas peut-être se limiter seulement sur quoi? Qu'est-ce qu'il a dit encore? Sur le glossaire. Sur le glossaire. Il faudra vérifier les différents éléments qui composent le document. Parce que dans les parties préliminaires, il y a l'introduction, il y a avant-propos, il y a remerciement, il y a dédicace. Oui. Dans les dernières parties, il y a les glossaires, il y a les annexes, il y a la bibliographie. Donc, tous ces documents, il faut vérifier s'il y a un ordre précis. Oui. Mais je sais qu'il y a des documents qui font partie, après juste la page de la table des matières ou le plan, qui font partie des parties préliminaires, mais également après la conclusion, il y a une série de documents. Mais il faut rester à vérifier dans quel ordre on doit les mettre. Monsieur le Président, oui. Pour le glossaire, hein, si ça se réduit aux acronymes, aux sigles et aux acronymes aussi, d'ordinaire, on le met avant l'introduction générale. Oui. En général, ça donne une première idée, bon, disons, les abréviations. Alors, mais ce n'est pas définitif. Il y a d'autres qui le mettent à la fin, avant les index. Mais en général, le glossaire, certains le mettent avant l'introduction générale. Les acronymes, les sigles, les abréviations, après les dédicaces. Bon, il y a un petit sommaire qu'il faut mettre au début et la table des matières à la fin. Le sommaire résume brièvement les grands axes, les parties et les chapitres. Puis, on peut mettre un petit glossaire à titre indicatif. Mais l'un dans l'autre, moi, je crois qu'il faudrait, comme vous l'aviez suggéré, nous informer davantage et puis aboutir à un document stabilisé pour une meilleure, disons, cohérence dans notre système d'évaluation. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. Peut-être qu'on va faire, comme on avait fait la fois dernière, on va retenir le sujet. J'avais en réalité apporté de main la norme sur la présentation des travaux académiques, la norme ISO, qui donne la structure des documents, des thèses en général, mais comme je n'avais pas pensé à cette question, je ne la retrouve pas. Mais je pense qu'on pourrait peut-être faire aussi une présentation de cette norme pour savoir comment est-ce qu'on présente les différents éléments d'un travail scientifique, le sommaire, le glossaire. En fait, le glossaire, c'est la liste alphanumérique de quelques termes qui sont utilisés dans le document avec leur sens. Les abréviations ou les sigles, c'est un peu différent du glossaire. Effectivement, les sigles, la règle, c'est de les mettre au début. Mais le glossaire, je n'ai plus vraiment la place exacte.
peut-être qu'il faut qu'on voit dans la norme et qu'on essaie de suggérer quelque chose pour la prochaine fois. On retrouve la norme d'ici là. Et puis on vous donnera la bonne information. Professeur, excusez-moi. Oui. Juste une dernière question. Tout à l'heure, vous avez parlé d'un document, d'un livre, j'ai oublié le nom de l'auteur, sur la méthodologie. D'accord. Je vais la référence dans le web. Je vais vous en donner deux, d'ailleurs. D'accord. Le SAMB. Si vous tapez sur Google, après, vous trouverez ce manuel de méthodologie et de rédaction bibliographique. D'accord. Il y a un autre qui est en anglais, qui est donc celui de Colin Neville. D'accord. The Complete Guide. Complete Guide to Referencing and Avoiding Plagiarism. D'accord. OK. Merci beaucoup, professeur. Je vous en prie. Bonjour, s'il vous plaît, professeur. Oui. En fait, je voudrais noter les deux références que vous venez de donner tout de suite. Je ne suivais pas. Et je vous les envoie sur le chat. Ok, d'accord. Merci bien, professeur. L'un est à la deuxième édition, l'autre est à la troisième. Sur Internet, vous trouverez les références complètes. Alors, je pense qu'on a terminé. Maurice Faye n'a pas baissé la main, mais je pense qu'on n'en a plus. Professeur Ndao, vous pouvez conclure? Oui, merci, professeur. Merci, monsieur le modérateur. Je crois que vous avez raison de poser la question pour concevoir un document stabilisé, une sorte de manuel de procédure pour la présentation de la thèse, le canevas à suivre. Vraiment, je pense qu'on peut y travailler avec la DERI et avec votre appui pour concevoir ce document. Parce que des fois, ça va de tous les sens. Des fois, vous voyez le glossaire au début, mais la majeure partie des cas, c'est à la fin. Disons, les acronymes, on les met au début, mais il m'est arrivé de voir certains glossaires au début. Donc, il faut mettre un peu d'ordre dans tout cela. L'un dans l'autre, moi, je crois que je tiens à remercier toute l'assistance, nos doctorants, nos invités. Je disais que notre philosophie, c'est d'écouter les doctorants, prendre en compte leurs suggestions et la demande. Et en fonction de ça, améliorer la qualité de service. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, on a innové parce qu'on est presque plus de 600. Et notre plateforme ne peut recevoir plus d'une centaine. Donc, il faut penser aux 500 autres. Raison pour laquelle, vraiment, hier, lors de la réunion de coordination, on s'y attelait pour créer un lien Facebook qui permet à l'écrasante majorité des doctorants de suivre la prestation de M. Kandji. Vous avez devant vous aussi un tableau de sondage
d'évaluation de la plateforme. Là aussi, c'est un élément, une aide à la prise de décision pour améliorer la qualité des services aussi. Il faudrait que les participants aient le feedback, ce que vous avez fait. Donc, l'autre souci, c'est quand même d'envisager pour les prochains webinaires un système bimodal, c'est-à-dire présentiel. Ce serait bien que les doctorants m'ont dit qu'ils voudraient vous voir, vous tous. Ils voudraient vous voir. Et puis, c'est plus interactif, vous posez des questions, échanger. Donc, comme l'horizon peut-être commence à se dissiper par rapport à la crise sanitaire, bon, on pourrait envisager le mois à venir peut-être un système bimodal qui permet aux doctorants d'être présents et ceux qui ne pourraient pas l'être, disons, de suivre les animations scientifiques à distance. Je tiens à remercier vraiment Mamadou pour sa réactivité. Il est très réactif et souvent il est plus, il s'adapte, flexible et il apporte des solutions aux problèmes auxquels on était confrontés hier. Mamadou, vraiment merci. Je remercie monsieur le communicant, le présentateur, Dr Thierno Kandji, pour la brillante prestation. Et évidemment, professeur Bernard, pour, disons, la modération. J'ai envie de dire que, à travers vous, comme disait Saint-Augustin, on apprend toujours, et comme dans la vie, du berceau au tombeau. Je remercie tous les participants et sur ce, je déclare la séance close et vous souhaite un excellent week-end. Merci, chers tous. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. 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 Merci.